Nous avons donc les deux délégations qui se rendent au Qatar. L'une d'elles est toujours avec le gouverneur Jared Kushner, et la délégation iranienne doit y aller ce soir. Enfin, pas ce soir pour moi, ce soir pour les Iraniens. Oui, parce qu'ici, ce sera la fin d'après-midi ou le début de soirée, mais en Iran, ce sera la nuit. Ils vont donc s'y rendre. Il n'y aura pas de discussion entre les deux parties. En gros, l'objectif principal de cette visite, du côté iranien, c'est la libération de 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Je suppose que Steve Witkoff et Jared Kushner vont, d'une manière ou d'une autre, s'y rendre pour gérer ça, pour voir comment l'Iran compte utiliser ces 6 milliards de dollars. C'est à mon avis le but principal. Personne n'en parle, mais voilà ce que je comprends. D'un autre côté, on dit que ces deux hommes vont discuter avec les médiateurs, les Pakistanais et les Qataris, pour parler de la prochaine étape et de ce qui vient ensuite. Et puis dans la région, la situation du détroit d'Ormuz reste critique. D'après les données, on voit qu'il y a environ 15 à 20 navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Miranda. Il m'a dit qu'il y avait plutôt une trentaine de navires, des navires commerciaux, qui passaient en ce moment, enfin, au moins hier et avant-hier. Donc il y a une différence entre les chiffres qu'on a, 15 à 20, et ce que Miranda m'a dit, 30. Je pense que son chiffre à lui est plus juste. Et puis, on a le président français, Emmanuel Macron, qui se rend à Oman en parlant de « nouvel accord », en disant « Je vais envoyer des chasseurs de mines et on va nettoyer les routes maritimes ». Mais juste avant qu'on prenne l'antenne, le New York Times a publié un article indiquant que l'Iran et Oman avancent dans leur plan pour instaurer des frais de service pour les navires qui traversent le détroit d'Ormuz, malgré les objections américaines. Voilà ce qui se passe en ce moment. Et d'après ce que je comprends, la visite de Marco Rubio à Bahreïn, au Koweït et aux Émirats arabes unis, et la pression qu'il a essayé d'exercer sur les pays du CCG font partie du jeu visant à mettre la pression sur le gouvernement iranien. Et puis, on voit Macron arriver. Ça me rappelle la façon dont les États-Unis, sous l'administration Biden, ont essayé de gérer la Chine pour qu'elle ne soutienne pas la Russie. Les Américains mettaient la pression de tous les côtés. Ensuite, on voit Olaf Scholz partir en Chine, discuter avec les Chinois, et ça n'a pas vraiment marché. Et il semble que ce soit encore le cas. Le fait que Macron aille à Oman ne va pas changer grand-chose. Mais selon vous, comment Washington utilise-t-il ses leviers ou ses moyens pour s'opposer au nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz? Bien sûr. Merci, Nima. Je regarde simplement le schéma de comportement des États-Unis, la façon dont ils se comportent dans les négociations et comment ils utilisent ces négociations comme une sorte de façade ou de rideau de fumée pour tenter de faire des manœuvres tactiques destinées à renforcer leur position, ou du moins ce qu'ils considèrent comme leur position de négociation, en modifiant les faits sur le terrain. Et c'est un schéma typiquement américain. Je pense qu'ils ont appris cela des Israéliens. C'est la pratique israélienne standard dans les négociations. Manipuler le processus et changer les faits sur le terrain afin de modifier l'offre de négociation et, en quelque sorte, l'équation elle-même. Le but, c'est soit de fragiliser l'autre partie, soit d'augmenter leur propre marge de manœuvre pour obtenir davantage de ce qu'ils veulent, tout simplement. Leverage in order to get more of what they want, basically. And I think what we saw. Et je pense que ce qu'on a vu, c'est compliqué, Nima, parce qu'on a affaire à plusieurs acteurs étatiques. On a probablement affaire à plusieurs services de renseignement aussi. Et la raison pour laquelle ils exercent une pression sur Oman, c'est que la gestion physique du détroit d'Ormuz est absolument essentielle pour la République islamique d'Iran. C'est, de loin, leur principal levier de pression, le contrôle concret de cette voie maritime.
Et si les États-Unis pensent qu'ils peuvent affaiblir cela, ou créer une situation qui leur permette de faire croire au monde qu'en réalité, l'Iran ne contrôle pas le détroit, ou qu'il le gère mal, ou qu'il ne contrôle pas comme il le prétend, alors ils peuvent provoquer des zones de chaos ou des incidents, un peu comme ceux qu'on a vus il y a seulement quelques jours. Et je pense que tout ça a été orchestré. Je veux bien accorder le bénéfice du doute aux pétroliers battant pavillon de Singapour, en me disant qu'il y a eu une confusion. Mais d'après ce que j'ai compris, cette confusion aurait été provoquée par une organisation britannique du commerce international, qui dépend soit du ministère britannique de la Défense, soit d'un organisme très proche. Là-dessus, je ne suis pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que le service britannique de la sécurité maritime conseillait aux navires, pour traverser le détroit, de, je cite, longer la côte omanaise. D'accord. Et ce faisant, il contournait les mécanismes de contrôle et de gestion iraniens. À mes yeux, c'est l'une des causes de ce qui s'est passé. Et si je vais sur leur site, celui de cette organisation maritime britannique, du moins hier, les consignes étaient très claires. Il n'y a rien sur la gestion iranienne, et le message leur conseille simplement de rester le plus près possible des côtes omanaises. Bon, c'est crucial pour l'Iran, parce que c'est de loin leur atout le plus fort dans toute cette affaire. C'est le cœur même de leur pouvoir de négociation, et ça s'étend jusqu'au Liban, depuis le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, eux, vont travailler d'arrache-pied avec leurs alliés en Israël pour essayer d'affaiblir cette position, de semer le doute sur la capacité des Iraniens à la gérer et peut-être ensuite les diaboliser, leur faire porter la responsabilité de ce qui va mal tourner. Et je suis à peu près certain que c'est ça, la stratégie américaine. Je dirais que, vu le comportement autour de ce que j'appelle un incident monté de toutes pièces avec le pétrolier singapourien, les États-Unis cherchaient une situation qui leur permettrait d'escalader. Voilà. Et en plus, ils s'en prennent petit à petit aux installations radars et à l'infrastructure. La raison, c'est que les États-Unis veulent profiter de cette période pour affaiblir la capacité de l'Iran à gérer, à organiser sa logistique, à gouverner ou à opérer dans et autour du détroit d'Ormuz. Et ils comptent le faire, simplement si on observe leur comportement, Nima. Je ne suis pas en train de théoriser. Et ça, c'est vrai depuis environ 4 semaines. Toutes les cibles ont été choisies avec soin. Donc, à mon avis, c'est ça le véritable objectif des États-Unis. Ils n'ont aucune intention de respecter cet accord. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que les États-Unis s'y sont engagés de mauvaise foi dès le départ et qu'ils utilisent ces négociations comme une façade, simplement pour améliorer leur position en vue d'une future attaque et pour affaiblir la capacité de l'Iran à contrôler les détroits. Et donc, pour réduire l'influence et la crédibilité de l'Iran qui s'étendent jusqu'à la scène libanaise. C'est ma conviction profonde à ce stade. Et je pense que je pourrais rassembler pas mal de preuves publiques qui viendraient appuyer cette conclusion. Je sais que ça peut paraître cynique, et je sais que ce n'est pas ce que beaucoup d'analystes disent en ce moment, mais je suis vraiment persuadé que c'est la réalité. Je pense que tous les signes en ce moment vont dans le sens de votre analyse sur ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Rien de positif n'en ressort. En gros, que ce soit pour le détroit d'Ormuz ou pour le Liban, ces deux dossiers importants, il n'y a rien de positif. Dans aucun des deux cas, les États-Unis n'ont fait quoi que ce soit pour respecter ou appliquer cette ligne, cette clause. Vous savez, la première ligne ou le premier paragraphe concerne le cas du Liban. En fait, quel est le mémorandum d'entente actuel entre le Liban et Israël? La raison principale de ce mémorandum, c'est d'être, disons, un cadre de référence. Et la première clause du mémorandum d'entente entre l'Iran et les États-Unis
C'est justement cette première clause. Vous voyez bien en détail comment ils ont essayé de contrecarrer la clause numéro 1 du protocole d'accord. D'abord, Israël compte rester là-bas indéfiniment, tant que le Liban ou le Hezbollah ne seront pas désarmés. Ça veut dire que c'est complètement contraire à la première clause, qui stipule qu'ils doivent se retirer immédiatement du Liban. Et pas de guerre, pas de conflit. Et regardez ce protocole d'accord. Je pense qu'il va même plus loin que celui signé avec l'Iran. Avec le protocole libanais, ils vont au-delà et détruisent carrément la position du Liban. Il n'y a rien là-dedans qui soit en faveur du Liban. Je ne comprends pas comment le gouvernement a pu décider de signer ce protocole. Il n'y a aucun signe positif. Alors clairement, Nima, je pense que le gouvernement libanais est en permanence sous une forte pression, tout en recevant sans arrêt des promesses d'incitation. Si on regarde la manière dont les États-Unis et les organisations internationales interagissent avec le Liban, et c'est comme ça depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, ils agitent sans cesse des promesses de prêts, de garanties de prêts, de financement pour le développement, d'aide financière, de crédit du FMI, tout ce genre de choses, en continu. C'est devenu la monnaie d'échange. Et le Liban avance d'une crise à l'autre, toujours avec la promesse que l'Occident va débloquer un peu d'argent, souvent entre 1 et 2 milliards de dollars, parfois 2 à 4 milliards au maximum. Mais ce sont toujours des plans de sauvetage de cet ordre-là, parfois même autour de 500 millions. C'est toujours à peu près dans cette fourchette-là, et on les traîne sans arrêt derrière soi. Donc s'ils se comportent bien, s'ils font ce que les gouvernements ou les institutions occidentales attendent d'eux, alors ils ont accès à ces financements, et cet argent circule ensuite dans tout le système. Et je n'ai pas besoin de vous dire que vous le savez, le Liban est à bien des égards profondément corrompu. Cette corruption vient de la misère économique provoquée par cette crise permanente imposée à ce pays par Israël et en réalité par les États-Unis. Et puis, ils survivent aussi grâce aux injections d'argent venues du Golfe. Je suis sûr qu'il y a sans cesse des incitations, des promesses d'investissement. Ça ne s'arrête jamais. Et puis, probablement, il y a des pots de vin sous différentes formes. Pas forcément sous la table, mais à travers des investissements étrangers directs. Et alors, qui a accès à ces opportunités? C'est ça le problème du Liban. Ça a toujours été le problème. Ils n'arrivent pas à stabiliser la situation. Alors quand j'ai regardé ça, le protocole d'accord Nima, et que les États-Unis semblent vouloir s'y engager, on voit ensuite des ordres donnés aux commandants militaires de l'armée israélienne de ne pas tirer, de se retenir, de rester en position défensive à l'intérieur du Liban. Et pendant qu'on voit ça, on voit aussi l'Iran se retenir, malgré les violations commises par les Israéliens immédiatement et qui continuent encore aujourd'hui. Ils se retiennent.